Bonjour, je suis Dr Alnoti, pédiatre à l'hôpital militaire régional universitaire d'Oran. Aujourd'hui, je vais vous parler des infections respiratoires aiguës de l'enfant. Donc, à la fin de ce cours, vous devriez reconnaître les principales infections respiratoires aiguës chez l'enfant et pourquoi ces infections posent un problème de santé publique. Vous devriez également savoir différencier une IRA haute d'une IRA basse et savoir les traiter. Donc, le cours sera divisé en deux grandes parties. On parlera en premier lieu des infections respiratoires aiguës hautes. En second lieu, on va parler des infections respiratoires aiguës basses. Donc, les IRA ou infections respiratoires aiguës sont l'une des trois principales causes de mortalité infantile dans les pays en développement, avec les maladies diarrhéiques et la malnutrition. Elle constitue la première cause de morbidité et de mortalité chez l'enfant de moins de 5 ans. Il s'agit d'un problème de santé publique. Je vous citerai comme exemple, durant le premier trimestre 2019, on a enregistré 18 208 enfants âgés de moins de 5 ans qui ont consulté à l'EHS Canastel d'Oran, dont plus de 50% avaient une infection respiratoire aiguë. Donc, on commencera par les infections respiratoires aiguës hautes. Premièrement, les rhinopharyngites aiguës. Donc, la rhinopharyngite aiguë est une atteinte inflammatoire de l'étage supérieur du pharynx, avec participation nasale. Elle associe une rhinorrhée, une fièvre et une toux. Il faut savoir que la rhinorrhée d'aspect purulent et la fièvre ne sont pas symptômes ou synonymes d'infection bactérienne. L'examen clinique retrouve en plus de la fièvre une inflammation plus ou moins importante du pharynx, des adénopathies cervicales bilatérales de type inflammatoire et des tympans rouges et congestifs à l'examen otoscopique. Il existe plusieurs formes cliniques. Donc en premier, la rhinopharyngite aiguë simple, non compliquée, où la fièvre dépasse rarement les 4 jours. La rhinorrhée et la toux peuvent durer jusqu'à 10 jours et l'évolution vers la rhinorrhée d'aspect purulent est habituelle. Deuxièmement, la rhinopharyngite aiguë compliquée. Donc on peut avoir une fièvre qui persiste au-delà du 4e jour ou une réascension de la fièvre après 4 jours. Cette forme aiguë compliquée peut s'associer à une otite moyenne aiguë, à une pneumonie ou à une sinusite type ethmoïdite, mais rarement à cette sinusite ou même à une méningite, mais c'est des cas rares. Il peut exister une autre forme clinique qui est la rhinopharyngite récidivante. Selon l'OMS, un enfant peut faire en moyenne 6 à 8 épisodes d'infection respiratoire aiguë haute. Au-delà de cette fréquence, il faut rechercher une hypertrophie des végétations adénoïdes, un terrain d'atopie ou une carence martiale. Le traitement des rhinopharyngites aiguës repose sur le lavage fréquent des fosses nasales au sérum physiologique à 9 pour 1000, sur également les aspirations des sécrétions avec une seringue ou un mouche bébé. Il faut également lutter contre la fièvre par les moyens physiques et les antipyrétiques. Les antibiotiques ne sont indiqués que dans les rhinopharyngites compliquées. Il faut savoir que les AINS et les antitussifs sont inutiles, voire même nocifs. Les gouttes nasales également, car plusieurs études fiables ont démontré l'inutilité des gouttes nasales à base d'antibiotiques ou d'antiseptiques. Les sirops antitussifs sont contre-indiqués, j'insiste sur ça, parce que chez le tout petit enfant, on doit respecter la toux, qu'elle soit productive ou non. Seconde infection respiratoire aiguë haute,
Les angines aiguës. Donc, l'angine aiguë est une inflammation aiguë d'origine infectieuse des amygdales et ou de l'ensemble du pharynx, pouvant être d'origine bactérienne ou virale. Le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A est le plus fréquent des germes bactériens, mais il reste rare avant l'âge de 3 ans. La gravité potentielle de l'angine à streptocoque est liée au risque de survenue d'une complication post-streptococcique, type glomérulonéphrite aiguë et rhumatisme articulaire aigu. Donc, le risque de rhumatisme articulaire aigu existe chez l'enfant de plus de 4 ans, alors que le risque de GNA est présent à tout âge, même chez l'enfant de moins de 4 ans. À l'examen clinique, on recherchera une fièvre qui peut dépasser les 39 degrés et généralement elle est à début brutal. Une dysphagie ou une douleur pharyngée à l'interrogatoire. À l'examen également, on peut retrouver une rougeur diffuse du pharynx et une tuméfaction des amygdales, parfois un exsudat blanchâtre. Il existe également à la palpation du cou des adénopathies sous-angulo-maxillaires douloureuses. Bien sûr, on complétera notre examen clinique par l'auscultation cardiaque à la recherche d'un souffle. Les formes cliniques. Donc, d'abord, l'angine érythémateuse qui peut être virale ou bactérienne, mais en raison du risque de survenue de RAA ou de GNA, il faut a priori considérer toute angine comme streptococcique chez l'enfant âgé de 4 ans et plus. Deuxième forme clinique, angine érythémato-pultacée. Elle est surtout streptococcique. Elle associe une dysphagie et des adénopathies cervicales douloureuses. On peut avoir également des angines avec fausse membrane. On évoquera devant ces fausses membranes d'abord la diphtérie. Dans la diphtérie, les fausses membranes sont adhérentes, extensives. L'enfant a des difficultés respiratoires avec une dyspnée laryngée. Le syndrome infectieux est sévère. On recherchera devant ce tableau clinique le statut vaccinal de l'enfant. Deuxième forme clinique des angines avec fausse membrane, nous avons la mononucléose infectieuse. Elle associe des adénopathies importantes avec purpura du voile et une éruption cutanée avec splénomégalie. Les angines aiguës peuvent se compliquer d'abcès périamygdalien qui est très douloureux. Il associe un trismus et un œdème de la luette avec bombement unilatéral et fluctuation au niveau du pilier antérieur. L'angine peut être compliquée également d'abcès rétropharyngé. Donc, c'est un abcès de la paroi postérieure du pharynx. Il est parfois associé à une raideur du cou et un stridor. Le traitement repose sur la lutte contre la fièvre, la désinfection nasale et l'antibiothérapie. Chez l'enfant de plus de 4 ans, on prescrira la benzine, benzatine, pénicilline ou l'extensiline par voie IM. Ce sera une seule injection. Si la voie IM ne peut être administrée, on prescrira la péniv par voie orale. En cas d'allergie à la pénicilline, l'érythromycine sera prescrite. Chez l'enfant de moins de 4 ans, si on est devant une angine érythémateuse, on ne prescrira pas d'antibiotiques. On se contentera seulement d'un traitement symptomatique. Quand l'angine est érythémato-pultacée, la péniv est prescrite ou l'amoxicilline. Il faut savoir qu'en cas d'angine compliquée d'abcès périamygdalien ou abcès rétropharyngé, l'hospitalisation peut être nécessaire avec arrêt de l'alimentation par voie orale et ration de base. L'antibiothérapie est prescrite et un avis ORL pour éventuelle ponction et incision de l'abcès seront faits. Les otites moyennes aiguës.
Donc, l'otite moyenne aiguë est une inflammation de l'oreille moyenne accompagnée habituellement d'un épanchement purulent. Il s'agit d'une affection fréquente, surtout chez le nourrisson et le jeune enfant. Les germes responsables sont le plus souvent l'Haemophilus influenzae et le pneumocoque, plus rarement le streptocoque A et le streptocoque aureus. L'interrogatoire recherchera la notion de pleurs ou d'otalgie chez l'enfant plus grand, d'agitation ou d'insomnie. Les troubles digestifs peuvent également exister, type diarrhée-vomissement. Il faut savoir que les signes cliniques peuvent être trompeurs chez le nourrisson, rendant le diagnostic d'otite moyenne aiguë difficile, surtout s'il existe des signes cliniques digestifs, type diarrhée-vomissement, pouvant être à l'origine d'une déshydratation. L'examen à l'otoscope permet de retrouver, selon les stades évolutifs, soit un tympan opaque avec congestion marquée, ou un tympan opaque bombé, ou bien un tympan perforé avec ou sans écoulement. Il faut savoir que lors de l'examen clinique, il faut toujours rechercher une éventuelle complication, type paralysie faciale, ou mastoïdite avec disparition du sillon rétro-auriculaire et douleur à la palpation derrière ou au-dessus de l'oreille. Les signes de méningite doivent être toujours recherchés devant une otite moyenne aiguë, car il s'agit d'une complication grave. Le traitement de l'otite moyenne aiguë repose sur l'antibiothérapie en raison des complications bactériennes potentielles, à savoir la méningite, la mastoïdite bactérienne. Donc, on prescrit en premier lieu de l'amoxicilline per os en 3 prises et on contrôlera l'enfant à J3 d'antibiothérapie. S'il existe une bonne évolution, on continuera le traitement pendant 10 jours. S'il y a échec du traitement, c'est-à-dire persistance des signes cliniques type autoré ou persistance de la fièvre, on prescrira soit de l'acide clavulanique ou du cotrimoxazole avec un autre contrôle et demande d'un avis ORL. En plus de l'antibiothérapie, le paracétamol peut être prescrit à but antalgique et antipyrétique de préférence. Donc, c'est le meilleur antalgique et antipyrétique chez l'enfant. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les corticoïdes n'ont pas d'utilité démontrée et ne doivent pas être prescrits. Le traitement local par le nettoyage avec de l'eau oxygénée à 10 volumes est indiqué en cas d'autoré. Il faut savoir que tout traitement local à base d'antibiotiques ou de corticoïdes est à proscrire en cas de tympan ouvert et que les antibiotiques et les antiseptiques en gouttes auriculaires n'ont pas fait leur preuve et de leur efficacité et ne sont pas indiqués chez l'enfant. Il faut savoir également que la constatation d'un tympan congestif dans le cadre d'une rhinopharyngite aiguë ne nécessite pas obligatoirement la prescription d'une antibiothérapie. Donc, après les otites moyennes aiguës, nous allons voir les sinusites aiguës. Donc, il s'agit de l'inflammation aiguë de la muqueuse des sinus de la face, survenant habituellement dans un contexte de rhinopharyngite aiguë. Il faut savoir que le sinus ethmoïdal est présent dès la naissance. Il est le seul véritablement individualisé jusqu'à l'âge de 6 ans. En conséquence, la seule sinusite vraie observée avant l'âge de 6 ans est l'ethmoïdite. Après l'âge de 6 ans, le sinus maxillaire est individualisé et on peut observer alors les sinusites maxillaires vraies.
Les germes responsables des sinusites sont les mêmes que ceux responsables de l'otite, à savoir l'Haemophilus influenzae, le pneumocoque et le staphylocoque. Il faut savoir que le diagnostic de sinusite est clinique. La radiographie des sinus de la face n'est pas nécessaire. À l'interrogatoire, on recherchera la notion de fièvre, de toux, de céphalée, de douleur faciale ou d'écoulement nasal purulent, uni ou bilatéral. À l'examen clinique, la fièvre sera supérieure à 39 avec une haleine fétide. Les rhinorrhées sont purulentes antérieures et ou postérieures. Il peut exister un œdème périorbitaire avec douleur à la pression maxillaire ou frontale. On peut classer les formes cliniques selon l'âge. Donc, chez le nourrisson et le jeune enfant, c'est l'ethmoïdite. Il faut craindre l'ethmoïdite car il s'agit d'une urgence pédiatrique où il existe un risque de survenue de complications graves. Le syndrome infectieux et l'œdème périorbitaire traduisent une cellulite orbitaire qui peut être due à une thrombophlébite des veines de drainage ethmoïdo-orbitaire. Les risques évolutifs sont la suppuration intraorbitaire ou la thrombophlébite du sinus caverneux. 3 symptômes doivent faire craindre cette complication. D'abord, c'est la fixité du globe oculaire. Deuxièmement, la mydriase paralytique. Et troisièmement, l'anesthésie cornéenne. Chez l'enfant de plus de 5 ans, c'est la sinusite maxillaire qui est la forme clinique la plus fréquente. Elle associe une fièvre, une rhinorrhée purulente et des céphalées. Le traitement repose sur les mesures générales avec lutte contre la fièvre et les soins locaux et bien sûr l'antibiothérapie. En première intention, on prescrira l'amoxicilline. Si persistance de la symptomatologie, on prescrira en deuxième intention l'acide clavulanique. Il faut savoir que le traitement de l'ethmoïdite nécessite l'hospitalisation et l'antibiothérapie adaptée pendant 15 à 21 jours avec relais Péros. Donc, 5e infection respiratoire aiguë haute, donc la laryngite aiguë. Il s'agit d'une inflammation du larynx d'origine infectieuse. C'est la plus fréquente, c'est la cause la plus fréquente de dyspnée obstructive haute ou dyspnée inspiratoire. Le diagnostic de laryngite aiguë repose d'abord sur l'interrogatoire où on précisera l'âge de l'enfant et son statut vaccinal. On recherchera la notion de toux rauque ou aboyeuse ou de modification du cri ou de la voix. On recherchera également la difficulté respiratoire apportée par les parents et l'horaire de survenue de cette difficulté, donc qui peut être diurne ou nocturne. On évoquera également le syndrome de pénétration à la recherche d'une inhalation d'un corps étranger qui constitue le diagnostic différentiel avec les laryngites. À l'examen clinique, on retrouvera une fièvre, une dyspnée inspiratoire avec tirage susternal, un stridor ou un cornage, la toux est rauque ou aboyeuse. On recherchera également à l'examen clinique les signes de gravité, type cyanose ou agitation, ou même obnubilation. Dans ce cas-là, on repérera la position choisie par l'enfant pour calmer sa dyspnée et l'examen de la gorge doit être très prudent. On évitera d'examiner la gorge avec un abaisse-langue en cas de suspicion d'épiglottite. Les formes cliniques peuvent être classées selon l'âge. Donc, chez le nouveau-né et le nourrisson de moins de 6 ans, il faut rechercher une malformation du larynx, type angiome, sténose ou kyste, ou une laryngomalacie.
chez le nourrisson de plus de 6 mois et l'enfant. Donc, c'est la laryngite aiguë œdémateuse, la laryngite aiguë spasmodique et l'épiglottite. On s'assurera toujours d'écarter la possibilité d'inhalation de corps étrangers qui constitue le premier diagnostic différentiel de la laryngite. Donc, toujours chez le nourrisson de plus de 6 mois et chez l'enfant, on peut classer les laryngites selon leurs étiologies. Donc, devant une toux rauque avec modification de la voix et le cornage, on peut évoquer la laryngite aiguë œdémateuse sous-glottique. C'est la forme la plus fréquente dont l'étiologie est essentiellement virale. Elle est précédée généralement d'une rhinite ou d'une rhinopharyngite fébrile. Le début est progressif en 2 à 3 jours. La dyspnée s'installe souvent la nuit. Elle est précédée d'une toux rauque puis aboyeuse. Parfois, les signes d'atteinte bronchique sont associés. L'évolution est le plus souvent favorable sous l'effet du traitement. Quand l'accès de dyspnée laryngée et d'apparition brutale sans prodrome et d'évolution rapide, on évoquera la laryngite aiguë spasmodique. Les étiologies habituelles de cette laryngite sont les viroses et l'allergie. La toux rauque dure de quelques minutes à quelques heures. Elle débute la nuit et disparaît souvent le matin. Il faut savoir que la fièvre peut être absente ou inférieure à 38 et que les symptômes peuvent se répéter dans la même nuit ou au cours des nuits suivantes. Les récidives sont fréquentes. Devant les signes de toxi infectieux, une dysphonie ou une aphonie, il faut savoir penser à une diphtérie et vérifier le statut vaccinal de l'enfant et rechercher les fausses membranes blanches recouvrant les amygdales difficilement détachables. Et faire également un prélèvement de gorge pour examen bactériologique. Et le diagnostic qu'il faut toujours avoir en arrière-pensée est l'épiglottite. L'épiglottite constitue un tableau grave, heureusement rare. C'est l'infection bactérienne de la région susglottique du larynx comprenant le vestibule et l'épiglotte. C'est une urgence pédiatrique pouvant aboutir au décès en quelques heures si elle n'est pas reconnue et traitée à temps. Elle peut toucher le nourrisson dès l'âge de 6 mois, mais concerne surtout l'enfant de 3 à 6 ans. Le germe habituellement responsable est l'hémophilus influenzae type B. Donc l'enfant est fébrile, la fièvre peut être même supérieure à 39 degrés. Il a un faciès toxique. Il présente une douleur pharyngée avec dysphagie puis aphagie, avec hypersialorée et voix étouffée. L'enfant présente également une détresse respiratoire. Il est assis, tête penchée en avant, rejetant sa salive. Il peut exister même des adénopathies cervicales. Dans ce cas-là, l'examen du pharynx et la dépression de la langue par la baisse-langue peuvent précipiter une asphyxie avec arrêt cardio-respiratoire. Donc il faut toujours faire attention devant un enfant qui est en position assise, penché en avant avec hypersialorée et fièvre, ayant des signes de laryngite, pensez toujours à une épiglottite. C'est une urgence, il ne faut jamais mettre un abaisse-langue dans la bouche d'un enfant qui présente ces signes, car on risque de précipiter un arrêt cardio-respiratoire chez lui. On peut classer également les laryngites selon leur gravité. D'abord, il faut savoir identifier les facteurs de gravité qui sont le très jeune âge de l'enfant, la dyspnée continue depuis 1 heure ou davantage, un autre facteur de gravité qui sont les pauses respiratoires, la pâleur, la cyanose,
les sueurs, la tachycardie, les signes d'épuisement et même l'altération de la conscience. Certaines étiologies euh, peuvent, peuvent être considérées comme des étiologies classant d'emblée la laryngite en sévère. Ce sont l'épiglottite aiguë et la laryngite diphtérique. Pour classer la gravité de la laryngite, on se sert du score de Wesley. Il permet de déterminer la sévérité aiguë de la laryngite aiguë et de suivre son évolution. Donc, devant tout enfant présentant une laryngite, on recherchera les paramètres cliniques, les 5 paramètres cliniques du score qu'on évaluera du plus léger au plus sévère. Cela nous permettra de classer la laryngite en légère si le score est à 1. La laryngite sera modérée si le score est entre 2 à 7 et elle sera sévère si le score est supérieur à 7. Le traitement de la laryngite ou des laryngites dépendra de leur sévérité. Donc, lorsque la laryngite est légère, c'est-à-dire scorée à 1, le traitement sera symptomatique en ambulatoire avec des antipyrétiques en cas de fièvre et traiter une rhinopharyngite si associée. Pas d'antibiotiques ni de corticoïdes. Si la laryngite est modérée, c'est-à-dire scorée de 2 à 7, l'enfant doit être mis en observation. On ne donnera pas d'antibiotiques, mais on mettra l'enfant sous corticoïdes, la dexaméthasone, à la dose de 0,6 mg par kilo au IM. Elle serait à renouveler éventuellement après 1 heure en cas de persistance des symptômes. Le plus souvent, une dose unique est suffisante du fait de la durée d'action prolongée de la dexaméthasone. Le relais par des corticoïdes oraux n'a pas d'utilité. Donc, il faut autoriser ensuite le retour à la maison après 1 à 2 heures d'observation après l'injection et les mesures générales. Lorsque la laryngite est sévère, c'est-à-dire avec un score de Wesley supérieur à 7, l'enfant est hospitalisé, mis sous antipyrétique en cas de fièvre et oxygène humidifié. On arrêtera la voie orale et on mettra l'enfant sous ration de base avec nébulisation d'adrénaline et dose de corticoïdes par voie intraveineuse qui sera renouvelée 1 heure plus tard, puis toutes les 6 heures en cas de persistance de symptômes. L'enfant est également mis sous antibiothérapie. Ensuite, s'il y a amélioration de l'état, on pourra autoriser la sortie avec traitement antibiotique Peros. Mais si l'état de l'enfant s'aggrave, on se doit de se préparer et préparer surtout les conditions matérielles d'une intubation. Devant le tableau d'épiglottite, l'hospitalisation d'urgence s'impose. L'examen de tout enfant dont la dyspnée laryngée a un caractère postural doit être très prudent. Il faut toujours respecter la position assise et ne pas allonger l'enfant. Et toute manipulation est interdite avant d'avoir assuré la liberté des voies aériennes supérieures. On utilisera la dexaméthasone par voie intraveineuse et on mettra l'enfant sous antibiothérapie et puis se préparer toujours à une intubation dans un service de réanimation ou ORL. Ensuite, si on est devant une laryngite diphtérique ou forte suspicion de laryngite diphtérique, l'hospitalisation et l'isolement du patient s'imposent. L'enfant sera mis sous antibiothérapie et sérothérapie. Donc, l'enquête épidémiologique est obligatoire avec déclaration de la maladie. Et il faut penser à mettre les sujets contacts sous antibiotiques avec vaccination de ces sujets et bien sûr vaccination de l'enfant une fois guéri car la maladie est peu immunisante.
Nous passons donc maintenant aux infections respiratoires aiguës basses et nous commençons par la bronchiolite. Donc la bronchiolite est une affection virale inflammatoire bronchiolaire survenant chez les nourrissons de moins de 2 ans. L'agent étiologique principal est le virus respiratoire syncytial. Les autres virus sont le myxovirus para-influenzae, l'adénovirus, le virus de la grippe et le rhinovirus. Elle s'observe surtout en période automno-hivernale, mais aussi au printemps. Elle est très contagieuse par voie aérienne, par les mains souillées et également par les vêtements et les jouets. La bronchiolite aiguë est une affection d'évolution habituellement favorable en quelques jours, c'est-à-dire 5 à 8 jours. Et dans la majorité des cas, le traitement est prescrit en ambulatoire. Cependant, il peut exister des formes sévères pouvant nécessiter l'hospitalisation. Le diagnostic de la bronchiolite est clinique devant un enfant qui présente une fièvre, un coryza, une obstruction nasale ou une toux sèche avec gêne respiratoire. À l'auscultation, on trouvera des râles sous-crépitants ou même parfois sibilants, parfois audibles à distance. On précisera si c'est le premier ou le deuxième épisode de cette gêne respiratoire chez un nourrisson de moins de 2 ans en période d'épidémie. Donc, devant tout nourrisson présentant les signes de bronchiolite, il faut scorer la gravité de cette dernière qui se fait par le score de Vang modifié. Donc, ce score comporte la recherche de 5 signes cliniques, donc la fréquence respiratoire, les sibilants ou crépitants, les signes de lutte et l'état général, qu'on classera de 0 à 3. Ensuite, le classement nous donnera le score de la bronchiolite et on classera cette bronchiolite entre 0 et 4 et ça sera une bronchiolite sans critère de gravité, entre 4 et 8 bronchiolite de gravité modérée, entre 8 et 12 ça sera une bronchiolite sévère. Cette classification vous permettra d'évaluer la gravité de la bronchiolite et donc d'orienter notre conduite à tenir. Le bilan infectieux biologique est inutile en cas de bronchiolite aiguë typique. La radiographie pulmonaire est réalisée quand la bronchiolite nécessite une hospitalisation ou en cas de doute diagnostique. Il faut savoir rechercher également devant toute bronchiolite les critères qui imposeront l'hospitalisation de l'enfant, c'est-à-dire un âge inférieur à 6 semaines ou une prématurité inférieure à 34 semaines avec un âge corrigé inférieur à 3 mois, une altération de l'état général, une tachypnée soutenue, c'est-à-dire une fréquence respiratoire supérieure à 80 par minute chez un nourrisson de 6 mois ou supérieure ou égale à 70 cycles par minute chez un nourrisson de 6 à 12 mois. La cyanose constitue également un critère d'hospitalisation, cyanose ou survenue d'apnée. Une saturation en oxygène inférieure à 92% sous air ambiant et au repos, malgré une désobstruction nasopharyngée, indique l'hospitalisation. Il y a indication à hospitaliser également devant les troubles digestifs avec risque de déshydratation ou s'il y a bien sûr une pathologie sous-jacente comme une cardiopathie congénitale ou une pathologie neuromusculaire ou respiratoire chronique. Les difficultés socio-économiques et l'accès difficile aux soins constituent également un critère d'hospitalisation. On recherchera également les critères d'hospitalisation en réanimation, c'est-à-dire les troubles de la conscience, une fréquence respiratoire supérieure à 80 par minute malgré l'oxygénothérapie et la survenue de pauses respiratoires, d'apnée ou de bradycardie.
Le traitement de la bronchiolite repose sur la désobstruction nasale systématique, l'hydratation et la nutrition. Donc, devant un score de Wang modifié inférieur à 4, c'est-à-dire devant une bronchiolite sans critère de gravité, il faut poursuivre l'alimentation du nourrisson par voie orale avec fractionnement et réduction des rations. Si le score est entre 4 et 8, on procède à une alimentation entérale par sonde nasogastrique avec du lait ou du soluté de réhydratation orale. Si le score de Young modifié est supérieur à 8, on discutera l'hydratation par voie veineuse. L'oxygénothérapie s'impose si la SpO2 est inférieure à 92% ou si la SpO2 est inférieure à 95% avec des signes de gravité, c'est-à-dire avec cyanose, polypnée, gênement ou signe de lutte. On prescrira les antibiotiques s'il existe une pathologie sous-jacente entraînant une gêne au drainage bronchique, s'il existe un déficit immunitaire, une cardiopathie sous-jacente ou s'il y a des signes de gravité d'emblée. Les bronchodilatateurs et les corticoïdes ne sont pas indiqués. Les antitussifs mucolytiques sont contre-indiqués. La kinésithérapie respiratoire n'est pas indiquée. Et il faut toujours procéder à l'éviction du tabagisme passif. Après la bronchiolite, donc nous allons voir la pneumonie. Donc la pneumonie est une infection aiguë localisée du parenchyme pulmonaire et ou des voies aériennes inférieures. C'est une cause majeure de mortalité chez l'enfant de moins de 5 ans dans le monde. Les agents infectieux responsables sont dans 40% des cas des virus et dans 60% des cas des bactéries, dont le plus fréquent est le pneumocoque, ensuite l'Haemophilus influenza et le Staphylococcus aureus. En pratique, l'identification du germe en cause est le plus souvent difficilement obtenue. C'est pour cela que l'antibiothérapie est probabiliste, guidée par les données épidémiologiques et par le tableau radioclinique. L'examen clinique retrouve des signes à début brutal ou progressif, avec une toux, une fièvre ou parfois hypothermie chez les nourrissons ou les enfants dénutris. Il peut y avoir même des troubles digestifs type diarrhée, vomissement. On peut également trouver, ou plutôt on trouve le plus souvent une polypnée avec tirage qui est marqué sus ou sous-sternal, intercostal, avec battement des ailes du nez. Et ça peut aller jusqu'à la présence de cyanose au niveau des extrémités. Les râles sont audibles à l'auscultation, peuvent être crépitants, mais difficiles à retrouver chez les jeunes nourrissons. On peut rechercher également les signes en faveur d'un épanchement pleural liquidien, c'est-à-dire une matité, la diminution des vibrations vocales, la diminution ou l'abolition du murmure vésiculaire à l'auscultation. On peut également trouver un épanchement pleural aérien. On se doit, en plus des signes digestifs déjà cités, rechercher un ballonnement abdominal qui pourrait les accompagner. Pour les examens paracliniques, la radiographie du thorax de face en inspiration peut être normale les premières 72 heures, mais quand l'image radiologique est là, elle peut persister plusieurs semaines. Il s'agit en général d'une opacité systématisée, localisée au niveau de l'un des deux champs pulmonaires. À la numération de la formule sanguine, on trouvera une hyperleucocytose
les signes biologiques inflammatoires, c'est-à-dire les marqueurs biologiques inflammatoires, l'AVS et la CRP, seront élevés. On peut classer les pneumonies selon le germe en cause. Donc en pneumonie à Haemophilus influenzae, elles touchent essentiellement le nourrisson et l'enfant de moins de 3 ans. Elles sont à début progressif précédées d'une atteinte des voies aériennes supérieures. Le syndrome infectieux est constitué d'une fièvre avec une température supérieure à 38,5 et un syndrome de détresse respiratoire. Il existe un syndrome de condensation ou des râles crépitants dans l'un ou les deux champs pulmonaires. À la radiographie du thorax, les opacités sont parenchymateuses, disséminées ou sont segmentaires. Il peut exister parfois un épanchement pleural. Il faut savoir que ces pneumonies peuvent se compliquer de pleurésie purulente ou de méningite ou d'otite. Les pneumonies à pneumocoque, elles surviennent surtout chez l'enfant de plus de 3 ans, mais peuvent se voir chez le nourrisson. Elles sont à début brutal avec fièvre élevée. Il peut y avoir un herpès nasolabial et une douleur thoracique. Le syndrome de condensation est constitué d'une augmentation des vibrations vocales avec matité ou submatité localisée, des râles crépitants en fin d'expiration, parfois un souffle tubaire. À la radiographie du thorax, il existe une opacité dense, homogène, segmentaire ou lobaire avec un bronchogramme aérique. Il peut s'y associer parfois un épanchement pleural. Ces pneumonies peuvent également se compliquer de pleurésie, de méningite, de péricardite ou d'otite. Elles évoluent en général vers l'amélioration clinique en 48 heures et la normalisation des signes radiologiques en 10 jours. Les pneumonies à Staphylococcus aureus, elles surviennent surtout chez le nourrisson, sont rares chez l'enfant plus grand. Elles se caractérisent par un syndrome infectieux sévère avec une température élevée, un teint grisâtre. L'état général est altéré. Le nourrisson est geignard et il refuse de s'alimenter. Il existe un syndrome de détresse respiratoire d'installation rapide avec des troubles digestifs type diarrhée et vomissement. Le signe d'appel est le météorisme abdominal important. À l'examen, c'est-à-dire à l'auscultation, on peut trouver des râles crépitants en foyer ou disséminés. Et la radiographie du thorax est caractéristique avec ces images labiles. Au début, ce sont des opacités parenchymateuses arrondies qui deviennent des images, par la suite, des images bulleuses. Ces pneumonies peuvent se compliquer de pyopneumothorax, qui est caractéristique du staphylocoque doré. Elles peuvent également se compliquer de pleurésie purulente ou de pneumothorax. Pour le traitement des pneumonies, il faut savoir poser l'indication d'hospitalisation de l'enfant devant l'âge de moins de 24 mois, devant les formes compliquées ou les formes avec signes de gravité et facteurs de risque. L'antibiothérapie repose sur les données épidémiologiques et le tableau radioclinique. Donc, devant une pneumonie simple, on n'indiquera pas l'hospitalisation. Il faut expliquer à la mère les mesures de soutien et les signes de gravité qui
pourrait l'amener à faire revenir l'enfant à l'hôpital. On proscrira les sirops antitussifs et les sirops mucolytiques. On mettra l'enfant sous antibiotiques. Quand l'âge est inférieur à 24 mois, on indiquera l'hospitalisation et le traitement par voie parentérale. Devant une pneumonie grave, l'hospitalisation s'impose avec les mesures de soutien et l'oxygénothérapie. Si la clinique et la radiologie ne sont pas en faveur d'une staphylococcie pleuropulmonaire, c'est-à-dire en faveur d'un autre germe que le staphylocoque doré, une bi-antibiothérapie à base d'amoxicilline et de gentamicine est prescrite avec une durée de traitement de 21 à 30 jours. Et bien sûr, s'il y a épanchement pleural associé, le traitement se prolongera jusqu'à 45 jours avec un traitement parentéral de 15 à 21 jours et relais PEROS par la suite. Si les signes cliniques et radiologiques sont en faveur d'une staphylococcie pleuropulmonaire, la mise sous antibiotiques antistaphylocoques s'impose avec une durée de traitement de 45 jours et traitement parentéral de 21 jours, puis relais PAROS. Pour ce qui est de pneumonie à Mycoplasma pneumoniae, on visera le germe intracellulaire par la mise sous macrolide. On envisagera d'arrêter le traitement après avoir obtenu l'apérexie au bout d'au moins une semaine avec un examen clinique normal, un bilan inflammatoire qui revient à la normale et une numération de la formule sanguine qui objectivera une disparition de l'hyperleucocytose. Et puis, quand on aura une radiographie normale ou des images radiologiques stabilisées. Je vous remercie pour votre attention.